Bienvenue sur la chaîne de Massilia Zone. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Julien Fournier, ancien secrétaire général de l'OM pendant 4 ans. Alors, vous avez également travaillé en tant que directeur exécutif de l'OGC Nice de 2011 à 2019, avant d'être promu au poste de directeur du football au sein du même club. Vous avez aussi eu des missions un peu plus courtes, notamment à Strasbourg pendant quelques mois, en tant que président du club alsacien, pardon. Bienvenue à vous, Julien Fournier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, évidemment, pour nous aider à avoir l'algorithme YouTube dans la poche. Ça nous fait très plaisir. Donc on va pouvoir commencer. Julien, tout d'abord, vous êtes né à Sanary-sur-Mer, donc c'est dans le Var. Pour situer un peu géographiquement, c'est à 49 km de Marseille. Donc vous êtes de la région PACA et vous avez plus généralement passé 4 ans de votre vie à l'Olympique de Marseille. Comment décririez-vous votre relation déjà avec l'OM? Non, pas 4 ans, c'est 12 ans de ma vie. Ok, Parce que j'ai commencé à l'OM, c'était en 98, pendant la Coupe du Monde. ouais. J'étais un jeune stagiaire à l'époque et je finissais mes études. Et après, j'ai travaillé longtemps au centre de formation et j'ai intégré l'équipe professionnelle, en effet, en 2004. Ouais. Ok. Mais bon, l'OM, l'OM a toujours fait partie de ma vie parce qu'avant ça, j'ai un peu grandi dans ce stade aussi et j'ai été de toutes les campagnes, qu'elles soient françaises ou européennes, à la grande époque de l'OM. Donc ouais, ça a toujours été un club spécial et presque pas un aboutissement, mais un peu, honnêtement, un peu un rêve d'enfant d'y avoir travaillé, en tout cas au départ. Voilà. Il y a un souvenir au stade qui vous a marqué en particulier? Ouais, moi, enfin, si je devais ressortir une minute des heures et des heures que j'ai passées au stade, c'était le but de Waddle contre le Milan, Ouais. qui était un match complètement. Enfin, peut-être que je l'ai idéalisé dans mes souvenirs, mais complètement hors sol, lunaire. Enfin, l'ambiance était incroyable. Le but de Waddle, après les coups reçus à la tête par Paolo Maldini. Ouais. Et voilà, et cette délivrance-là, moi je me souviens, j'étais en virage sud à l'époque, et donc je suis juste en face du moment où il fait sa reprise du pied droit, je suis, mais vraiment, je suis juste en face. Voilà, et puis le stade qui explose à ce moment-là. Donc, si vraiment on m'obligeait à garder un moment, c'était celui-là, voilà. Ok. Parmi des Et la nombreux, finale à j'imagine. Munich. Oui, parmi les nombreux en tant que supporter, et après aussi, quand j'ai eu la chance d'y travailler, euh, quand vous côtoyez l'équipe de près comme ça, c'est encore d'autres émotions. Le supporter est toujours là, mais parfois l'aspect professionnel prend le pas parce que vous voyez les conséquences que peut avoir une victoire ou une défaite. Donc on le vit encore différemment. Et là, il y a encore d'autres souvenirs. Ouais. Alors, en 2005, ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes nommé secrétaire général de l'Olympique de Marseille après y avoir passé quelques années, comme vous avez dit, sous la présidence de Pape Diouf. Vous avez eu un lien fort sur le plan humain et vous lui avez souvent rendu hommage. Quelle était votre relation avec Pape Diouf et qu'est-ce qu'il vous a enseigné? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Bah, Pape, c'est vrai, bon, je ne voudrais pas être redondant parce que c'est vrai que les gens me posent souvent la question et que je dis souvent la même Ouais. chose, mais Pape, ça a été. Je sais que le monde du foot est souvent décrié, où on vous dit ah, c'est un monde cruel, c'est un monde égoïste, c'est un monde. Et en fait, moi, je lutte contre ça. Et la plus belle preuve, c'est moi, la rencontre que j'ai pu avoir avec Pape, qui, effectivement, sur le plan humain, mais aussi professionnel, a été remarquable. On n'était pourtant pas partis tous les deux sur. Notre relation ne partait pas au départ sous les meilleurs auspices, puisque moi, j'ai été nommé un peu même pour comment dirais-je, pour le contrôler, parce que des gens au club pensaient que l'ancien agent, Mm. le transfert de Drogba, etc., etc., s'imaginer un peu les pires choses avec Pape. Et Ouais. donc, moi, au départ, je suis là un peu plus pour être dans ses pattes. Et puis, en fait, on se rend vite compte que les gens qui le critiquaient comme ça, c'était plus des gens qui voulaient sa place. Et voilà, et puis Pape, après, je crois que tout le monde le connaît, Pape. Pape, c'est au-delà de l'immense dirigeant qu'il a été, c'est une grandeur d'âme comme on rencontre peu dans une vie. Donc moi, j'ai eu cette chance-là et j'en suis heureux et fier, quoi.
Ah, la petite précision, c'est que les gens pensaient qu'il croquait sur les transferts, et vous vous trompez sur une indemnité, il me semble, et il y a quelqu'un qui saute sur l'occasion pour accuser Pape, Oui, en fait, c'est ça. C'est la première campagne de transfert qu'on fait où je suis en charge de ça et où on a énormément de nouveaux joueurs et de sorties de joueurs. Et puis, quand vous manquez d'expérience et que vous enchaînez les transferts comme ça, moi, je fais une boulette et je sais que c'est moi qui l'a fait sur un joueur qui s'appelait Eduardo Costa, hmm. qu'on transférait à l'Espagnol de Barcelone. Et je fais une boulette. Et quand je m'en rends compte, honnêtement, je suis pas très courageux sur le coup parce que je n'ose pas en parler en disant, de toute façon, si j'en parle, je vais me faire virer. Ouais. Et puis le directeur général de l'époque me dit, ah, il manque de l'argent sur le transfert d'Eduardo Costa, je sais que c'est Pape. Et puis bon, je pouvais pas, moi je savais que c'était pas Pape, mais que c'était moi. Je dis non, je pense pas que c'est Pape, enfin que ce soit Pape, pardon, etc., etc. Et puis lui insistant, et je lui dis non, mais en fait c'est moi. Il dit comment c'est vous? Il dit oui, c'est moi, et j'ai essayé de lui expliquer. Il me dit non, c'est pas vous, c'est pas Diouf. Et je dis non, mais monsieur, je suis en train de vous expliquer le pourquoi du comment. Je sais que c'est de ma faute et de ma responsabilité, donc Pape n'y est pour rien. Et j'ai vite compris qu'il voulait se servir de ça voilà, pour nuire à Pape. Ouais. Et quand je me suis retrouvé dans le bureau de Pape à évoquer ce sujet-là, moi, je m'attendais à ce légitimement, à ce qu'il me tire les oreilles, et en fait, avec un grand sourire, elle m'a dit, bon, ça y est, t'as compris, c'était presque bienvenue, bienvenue dans le nouveau monde du foot. Ouais. Et voilà, maintenant, tu as compris ce qui se passait. Et puis voilà, notre relation a démarré de là. Et puis après, oui, on s'est plus quitté. Ça a été 5 années. Moi, mon bureau était collé au sien. Et je passais, je crois, encore plus de temps dans son bureau que dans le mien. Et puis, comme avec Pape, on avait un peu des horaires décalés. Ouais. Moi, j'arrivais assez tôt le matin, mais lui, il arrivait plutôt en fin de matinée, voire début d'après-midi, mais il restait très, 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 très tard. Ouais. Et donc, moi, j'avais des journées à rallonge, mais en fait, c'était un centre de formation accéléré que j'avais et avec lui. Et moi, je ne voyais pas les journées passer. Je faisais que ça, je m'en souviens, mais c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ah, justement, le quotidien de Julien Fournier en tant que secrétaire général de l'OM, c'est quoi? C'est en quoi consistait votre rôle en particulier? De quoi étaient remplies vos journées à côté de... Et puis ça devait être spécial, effectivement, comme vous dites, d'avoir le bureau collé à Pape. Oui, après, moi, les titres, quels qu'ils soient, c'était pas ce qui me. Bon, le poste de secrétaire général peut regrouper tout un tas d'activités dans un club. Moi, je dois dire que si on devait un peu résumer pour que les gens comprennent bien, en fait, on manageait le club à trois. Il y avait Pape, il y avait José, Anigo à l'époque, directeur sportif, et moi-même sur tout l'environnement administratif, financier, juridique, mais aussi sportif, négociation des transferts. Et on était accompagné en cela par Nathalie Paoli, qui était la directrice de la communication à l'époque. Et on était ce trio, voire ce quatuor qui avons, entre guillemets, géré le club et dans une période qui n'était pas simple, puisque c'était le procès des comptes de l'OM, où Robert Louis Dreyfus ne mettait plus du tout d'argent dans le club, et il a fallu reconstruire l'équipe, parce que c'était à la sortie de Troussier, et reconstruire l'équipe sans argent, et remettre des joueurs, ce que j'appelle d'actifs, c'est-à-dire des joueurs de valeur à la fois financière mais aussi sportive. Et donc, c'est le début des Taiwo, des Ouais. Valbuena, des Steve Mandanda, etc., etc., quoi. Donc, voilà, on a concouru à reconstruire petit à petit cette équipe, redonner de l'exigence de compétition à ce club pour comme ensuite il soit champion en 2010. Malheureusement, nous, on venait de partir, mais sans prétention aucune, je pense que c'est quand même le fruit de notre travail qui a fait que le club a été champion avec Didier. Ah oui, parce que vous mettez en place Didier Deschamps, et si je me trompe pas, il y a Niang, Valbuena Oui. qui contribuent beaucoup à ce titre, donc vous avez dû le voir de loin, mais en même temps, vous étiez tout près, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on finit à l'époque avec Eric Guéretz, on finit deuxième, je crois, derrière Bordeaux, avec donc l'année où Gourcuff marche un peu sur l'eau. Et puis, on sent que on a remonté cette équipe arrive à maturité, et là où on avait pris beaucoup d'entraîneurs qui étaient des entraîneurs qui étaient en capacité de faire progresser nos joueurs, à la fois, que ce soit Jean Fernandez, Albert Raymond ou Eric Guéretz, on avait besoin d'un entraîneur qui puisse nous faire gagner. Et on savait que Didier était peut-être moins dans la post-formation ou dans la formation
des joueurs, mais en tout cas, c'était un entraîneur remarquable pour gagner. Et on pensait qu'on avait l'effectif pour gagner. Ok. Et donc, effectivement, on a fait venir Didier. Et puis après, les polémiques de l'époque ont fait que peut-être 15 jours ou 3 semaines après la signature de Didier, voilà, Pape s'en va. Et Pape partant, je suis dans, je Vous suis dans dans ces ses valises. valises parce que voilà, je ne pouvais pas rester sans. Alors que Pape partait, voilà, ça, c'était pas possible. Alors vous avez parlé d'une stabilité institutionnelle malgré toutes ces tempêtes. Il y a eu des résultats sportifs qui étaient pas mal. Cinquième, deuxième, vous faites troisième ensuite et encore deuxième avec la Ouais. deuxième année de Guéretz qui est assez jolie. Comment vous expliquez ça? Il devait y avoir donc un mode de fonctionnement, voilà, un organigramme assez bien organisé. Vous êtes vous en avez parlé sur RMC. Vous avez disposé un bon organigramme aussi à l'OGC Nice. Vous avez fonctionné avec José Anigo. Comment ça se passait au quotidien voilà, pour mettre l'Olympique de Marseille sur des bons rails? À l'aide de Pape et de José, je dois dire qu'on avait, qui étaient leaders d'opinion là-dedans, hein, j'étais plus, moi je les accompagnais, je pouvais avoir mon mot à dire bien évidemment, mais c'était plus Pape, pour être tout à fait honnête, Pape et José qui étaient leaders là-dedans, mais euh, on savait encore une fois qu'on n'avait pas forcément d'argent, Mhm. donc il fallait prendre des risques mais avec des joueurs de qualité et surtout des joueurs de caractère capables, je dis bien capables de non seulement de supporter la pression du vélodrome, mais de sublimer aussi au sein du vélodrome. Je me souviens qu'on avait une année pris beaucoup de capitaines. On avait pris Loïc Sana qui avait été capitaine, on avait pris Laurent Bonnard qui était capitaine au Mans, on avait pris Benoît Chéroux qui était capitaine à Auxerre, on avait pris Mamadou Niang qui était capitaine aussi à Strasbourg, et je crois que j'en oubliais encore un. Et c'était non pas que c'était le seul critère, mais Ouais, en tout cas, on savait que quand on évolue à l'OM, bien sûr il faut de la qualité, mais il faut surtout un caractère hors norme. Et je crois qu'on avait on avait pas mal travaillé là-dessus, même un Mika Pagis, etc. ouais. C'était des joueurs, au-delà du talent, c'était des joueurs avec un vrai caractère, y compris chez les entraîneurs. Donc, je crois que c'était un peu ça la clé de notre petit, en tout cas, succès de reconstruction du club. Ça, oui. Et puis après, avec des prises de risques, je me souviens, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu dire quand on avait pris Mathieu Valbuena. Ouais. Les journaux, c'était l'OM recrute en troisième division, enfin en national à l'époque. À Libourne Saint-Seurin, ouais. Voilà, Mm. et on avait enchaîné avec Charles Caboret aussi, on avait pris Tayo Tao qui avait jamais joué en pro en Europe. Voilà, Steve Mandanda qui était un tout jeune gardien de but aussi. Donc voilà, c'est fait de prise de risque, Ouais. en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, mais nous on avait des convictions fortes dans ce qu'on faisait. On a fait des cagades aussi, hein. Mais il y en a eu quelques-unes. Mais voilà, je pense que c'était. Et puis une solidarité à toute épreuve à l'intérieur du club. Les noms que je vous ai cités tout à l'heure, que ce soit Pape, José, moi, Nathalie, Mm. c'était solide, quoi. En Ouais. interne, c'était vraiment solide. Et c'est important, l'OM. Mm. Très important. Effectivement, bon, il y a eu des succès aussi. Bah, Zenden, c'était un joueur, c'était un pari aussi. Il y a eu des paris comme ça. Ouais, Ouais. oui, oui, on a eu Zenden, on a eu Djibril aussi. J'en oublie, mais Est-ce qu'il y oui, a, est-ce que, pardon, il y a des transferts ou des choix sportifs dont vous étiez vraiment à l'origine, en particulier, des paris comme ça? non, non, enfin, c'est pas à l'origine à titre personnel, parce Ouais. qu'encore une fois, et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai un peu après mis en place à l'OGC Nice, c'est-à-dire que j'ai horreur d'individualiser les choix à l'intérieur d'un club, et puis c'est pas comme ça qu'on travaillait, c'est-à-dire on passait des heures et des heures et des heures et des heures dans le bureau de Pape avec José. Et quand je vous dis des heures, c'était des journées entières. C'est-à-dire les gens se demandaient même si on travaillait Hmm. parce qu'on était enfermés dans le bureau et qu'on parlait, on échangeait sur la construction de l'équipe et du coup les idées circulaient. Alors, il y en avait beaucoup des mauvaises, hein, Hmm. mais les idées circulaient. On se challengeait les uns les autres et je crois que c'était et puis il n'y avait pas d'ego entre nous, il n'y avait pas de ah c'est mon idée, c'est pas ton idée, il n'y avait pas ça. Donc voilà, c'était un peu notre mode de fonctionnement qui était peut-être un peu artisanal à l'époque. Hmm. Enfin, si on devait
se projeter à aujourd'hui, mais franchement, qui a pas trop mal travaillé et qui a pas trop mal fonctionné, pardon. Mais n'empêche qu'on a aussi fait, fait des bourdes. Voilà. Bah, sans nommer, il y a un défenseur qui arrive du SM Caen, voilà, qui a pas fait l'unanimité, mais c'est des paris à prendre aussi quand on est, parce que il y a des échecs, mais pour réussir, faut aussi passer par les échecs. Je pense que Ouais, certains supporters connaîtront, sauront de qui je parle. Je sais pas si vous voyez. oui, oui, moi, après, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Bah oui. Voilà, Pour le mais je nommer, pensais plus à des Ronald Zubar, voilà. Krupovieza je me souviens plus comment il s'appelait, on appelait le Condor, là, un attaquant gaucher qui nous avait marqué un but quand on a gagné l'Inter-Toto, mais qui n'a pas laissé des souvenirs impérissables. Enfin bref, on a aussi fait des cagades, mais ça fait partie du job, et Exact. il n'y a pas un club qui n'en a pas fait. Mais voilà, globalement, je pense qu'on n'avait pas trop mal travaillé, et surtout, je pense que c'est une période où les gens ont pris du plaisir. Les gens au stade ont pris du Ouais. plaisir, dans l'environnement de Marseille, les gens ont pris du plaisir. Mm. Moi, c'est incroyable. J'ai croisé quelqu'un, j'étais à la demi-finale de la CAN à Abidjan, et je vois un gars qui vient me voir en me disant: Ah, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait à l'OM. On a vécu des années extraordinaires. Et moi, il me paraissait un peu jeune. Ouais. Je dis, mais quel âge tu avais? Il me dit: Ouais, mais j'étais tout gamin. Il me dit: Mais moi, et puis il me cite tout le nom des joueurs. Il me cite l'épisode de Ribéry avec Pape. Il me cite plein. Mais en fait, le gars avait été marqué par ces années-là. Et c'est vrai Mm. que quand vous êtes à l'intérieur, vous en rendez pas forcément compte. Et puis, parfois, c'est des petites rencontres comme ça ou des petites phrases comme ça qui vous font dire: Ah, tiens, quand même, oui, c'était pas si mal que ça, quoi. Bah, personnellement, moi je suis né en 2001, pour vous situer. Donc là j'ai 23 Mhm. ans et j'ai commencé à devenir amoureux de l'OM grâce à Djibril Cissé. Donc finalement vous n'êtes pas Ah. étranger. Voilà, c'est incroyable ça. Ouais, Parce que effectivement, comme vous ouais, dites, il y avait des joueurs incroyables. Niang, Ribéry, voilà, Sana, ouais, Valbuena, Cissé, Ben Arfa, enfin Mandanda, même Nasri qui éclot. Enfin, c'était ouais, du beau ouais. football. Ouais, Ribéry. Ribéry, ouais, Et, c'était exceptionnel. et ouais, ouais, ouais. Donc Non, voilà, non, c'est merci, merci régalé. pour ça, Mhm. Julien. Non, mais j'espère que Pape nous entend parce que et José aussi. C'est beau. Mais voilà, c'est pas moi tout seul, bien au contraire. Exactement. Bah justement, en dehors de Pape Diouf, est-ce qu'il y a un dirigeant ou un entraîneur à qui vous voudriez rendre hommage en particulier et qui vous a marqué pour ses qualités humaines et professionnelles? Ouais, qualité humaine, honnêtement, moi je me suis régalé avec Albert Raymond, qui est une personne, enfin, humainement avec qui j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et qui est un Quelqu'un vrai du amoureux cru. ouais, un vrai amoureux de l'OM, et qui est arrivé à prendre l'équipe un peu sur un concours de circonstances, parce que je me souviens qu'il voyait des noms passer dans la presse, et puis il m'a appelé, il m'a dit: Ouais, je veux voir Pape. Et j'ai dit: Mais pourquoi tu veux voir Pape? Il me dit: Putain, les noms que je vois passer, ils sont pas meilleurs que moi. Moi, je veux avoir ma chance. Ok. Et voilà, c'était rigolo. Et puis ça s'est fait comme ça. Et j'ai dit: Ok, allez, viens, on en parle d'abord tous les deux. Puis après, viens, on va voir Pape, on en parle. Et puis ça se fait comme ça, donc humainement. Et puis il a eu des super résultats, Albert, avec nous. Il fait deuxième? Donc j'ai adoré Albert. Eric Guéretz aussi, qui est un tout autre personnage, à la fois très dur avec les joueurs, mais tellement complice aussi avec eux. Très drôle dans la vie privée, qui peut être parfois, oui, dur même avec ses dirigeants, et c'est une grosse personnalité. Mais j'ai adoré comment il faisait jouer l'équipe, et quelqu'un qui a des convictions fortes. Et voilà, j'ai une pensée pour lui parce que je sais que il a eu un peu des ennuis de Hmm, santé, et voilà, j'espère que tout va bien pour lui, quoi. exactement. Et est-ce qu'il y a un joueur aussi auquel vous voudriez rendre hommage humainement? Moi, j'ai toujours eu un profond, alors même pas respect, mais une vraie admiration pour Steve, Hmm. que je trouve, on l'a, il est parfois passé un peu sous les radars, et je crois que les gens ne réalisent pas à quel point ça a été un monument pour l'OM. Je suis un peu amer sur la manière dont il a quitté le club. Je trouve que c'était pas. J'aurais aimé qu'il parte avec plus de remerciements, en tout cas Ouais. à la hauteur de ce qu'il a apporté au club. Hmm. Donc voilà, Steph, Mais bon, c'est compliqué pour moi de citer des. Moi, Samir Nasri, que j'ai travaillé au centre de formation. Je me souviens, il avait 12 ans d'ailleurs à l'époque. Je crois qu'il portait le nom de sa maman d'ailleurs. Hmm. Mais voilà, j'ai des souvenirs incroyables aussi avec Samir, qui est un gars passionné de foot,
Et dès le plus jeune âge, il connaissait tout sur les joueurs, sur les matchs, etc., etc. Des Lorixana, des même un Julien Rodriguez que j'aimerais beaucoup revoir, qui avait été quelqu'un de très bien aussi. Mais voilà, moi, honnêtement, je garde de bons souvenirs avec beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont passés, qui sont passés chez nous, quoi. Ok. Alors, justement, il y a un joueur en particulier que vous avez côtoyé, qui est derrière moi, donc je vous ai dit en début d'interview, enfin en off, je vous ai dit que j'avais mis le maillot. C'est Hatem Ben Arfa. C'est un transfert dont votre équipe est à l'origine, votre équipe de dirigeants. Euh, Mm. voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Et puis même, vous le ramenez ensuite à Nice, donc c'est un garçon touchant aussi, Hatem. Ouais, super touchant. Quand je l'ai retrouvé à Nice, j'ai retrouvé un joueur différent sur le plan humain, beaucoup plus mature. Ouais, Un joueur franchement, un joueur de génie. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le foot, donc j'ai vu quand même beaucoup de matchs, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs. Et Atem Ben Arfa, c'est absolument incroyable. ouais, En termes de talent, c'est incroyable. Donc non, quand on accueille Atem, c'est suite à une grosse, grosse lutte, une grosse bagarre de négociation, mais aussi juridique avec Lyon, puisque je me souviens que le transfert s'est terminé en commission juridique de la Ligue, ouais, avec Olas qui était pas avec une content. audience, ouais, une audience franchement très chaude, où moi j'avais pour le coup eu vraiment un mauvais comportement parce que j'étais excédé. Je Ouais, me souviens que j'ai pas très très bien parlé à Jean-Michel Aulas. Euh, Même pas bien du tout. Ça s'est fini qu'à la fin, en plus, à la fin de l'audience, il vient nous voir avec Pape et Athème en disant, bon, là, on a fini tard, si vous voulez, vous pouvez prendre mon avion privé pour descendre à Marseille. ouais, Donc il avait été là-dessus grande classe, alors que j'avais été franchement odieux. Et puis lui, il m'avait serré la main en me disant, bon, ce que ça voulait dire, c'était, ok, tu t'es pas bien comporté là, mais moi je sais que je me suis pas bien comporté aussi avec vous, et si on en est là, c'était un peu de ma faute aussi. Donc c'était un peu, tous les coups étaient permis, maintenant on se serre la main et c'est terminé. J'avais trouvé ça plutôt classe de sa part, quoi. ok. Alors, il y a une question, voilà, qui est une question de dualité. Quel est votre meilleur et pire souvenir à l'OM? Il y a, pendant que vous êtes là, on rappelle, il y a l'épisode des Minots où Pape Diouf proteste contre une décision de la LFP, il me semble. Ouais. Ouais, et donc il envoie les minots. Et il y a aussi l'épisode Kashkar, l'investisseur canadien qui finalement n'avait pas réuni les fonds, et puis ça s'est terminé en justice avec monsieur Dreyfus, voilà, qu'il a accusé de tentative d'escroquerie. Donc voilà, est-ce que ça fait partie de vos meilleurs et pires souvenirs à l'OM, et est-ce que vous en avez d'autres pour un Ouais, peu je n'aurais pas terminer là-dessus? cité cela. Moi, sur Ok, le pire souvenir, il y en a un qui me vient immédiatement, mais qui est dramatique, hein, qui est l'accident de bus des MTP, où on avait ouais, vécu avec, voilà, qui avait été dramatique. Et moi, j'en garde un souvenir effroyable, vraiment effroyable. Donc voilà, ça, c'est et de loin mon pire souvenir. le club avait rendu hommage, oui, j'imagine. Oui, mais ça, bien évidemment et bien Mm. heureusement. Ouais. Mais on avait été touchés parce que c'est des gens qu'on connaissait. Il y avait des jeunes, un très jeune même. Mm. Donc voilà, c'est pas ça, c'était une vraie épreuve Ouais. compliquée. Et puis après, le meilleur souvenir, il y a eu beaucoup de souvenirs. Quand vous êtes à l'OM, vous avez tellement d'émotions que c'est compliqué d'en ressortir un. Mais moi, on parlait d'Eric Guéret tout à l'heure, mais le premier match qu'on me fait à Liverpool où il titularise Mathieu Valbuena, qui avait quasi pas joué jusque-là. Il met Djibril Cissé sur le banc. Et Mathieu qui marque ce but-là sous la barre, Ouais. et on gagnait 1-0 à Liverpool. Seul club Donc voilà, français. c'était un shot d'adrénaline et de bonheur absolu. Voilà. Mais après, oui, enfin la victoire, on n'avait pas gagné. Mais pour nous, c'est tout comme le match des Minots au parc. Oui, Ouais. ça, c'est aussi un souvenir incroyable. Ouais. Ouais. En tout cas, petit vélo ouais, qui laisse des traces quand même, hein, malgré son passage à Lyon. On Oui, peut pas le détester. Franchement, on peut pas le détester. Moi, c'était mon joueur préféré quand j'étais petit. Donc, franchement, bah voilà. grand Non, joueur. et puis moi, je garde, c'est vrai que les souvenirs que j'ai partagés avec lui à l'OM, De et franchement, il l'intérieur. a été bon, et Ouais. puis il a été courageux, il a fait preuve de caractère, et puis l'OM a besoin de joueurs comme ça. Exactement.
Et vous côtoyez quelqu'un aussi qui est un peu dans l'actualité malheureusement en ce moment, c'est Vincent Labrune. Alors ça c'est un peu hors OM, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment dans le championnat de France par rapport à ce dernier? Voilà, il est un peu, c'est un personnage assez sulfureux en ce moment, voire plus que sulfureux. Ouais, mais les gens qui ont eu, alors j'allais dire la chance, non, les gens qui ont eu la possibilité de le connaître à l'OM, je pense, sont pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui à la Ligue, parce que c'est un peu la même chose. Tout à l'heure, je vous disais que nous, pendant 5 années avec Pape et José, on s'était époumoné à reconstruire un club sans argent, encore une fois, et jamais les investissements qu'il y a aujourd'hui. On était contrôlé en interne par la DNCG, etc., etc. Et puis on a reconstruit une équipe. Et puis derrière, ok, enfin, le club est champion, peut-être de manière prétentieuse, mais je pense grâce à notre travail. Hmm. Et derrière, ça a été la déliquescence totale. Et pour moi, c'est plus une personne qui se sert de l'institution, que ce soit l'OM hier ou la Ligue aujourd'hui, plutôt qu'il ne la sert. Ouais. Et moi, je trouve que quand on est dans le football, encore plus à l'OM, l'OM, on est à son service. Et voilà, et c'est pour ça que moi, je sais ce qu'il nous a fait, comment il a manigancé, il a été très intelligent, très tactique pour arriver à ses fins et finalement sortir Pape Diouf. Sans rentrer dans les Euh, détails, vous pourriez un peu, Non, mais nous, on était. Quand vous êtes à l'OM, en fait, votre cerveau, il se repose jamais. Donc, vous travaillez pour l'OM et vous êtes concentré pour l'OM et votre énergie, elle est pour l'OM. ouais, Donc, vous n'avez pas d'énergie pour de la politique extérieure, pour des manigances, ouais, pour tout ça. Lui, au contraire, lui, il était à l'extérieur et il n'avait de cesse que. Et toute son énergie était mise pour comment tactiquement pouvoir écarter Pape et donc nous écarter, ce qu'il a très bien fait parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Il l'a fait via la presse, il l'a fait via ses réseaux habituels, etc., etc. Donc voilà, moi aujourd'hui, ce qui se passe à la Ligue, je suis pas surpris. hmm. Et puis, et il laissera la Ligue comme il a laissé l'OM, c'est-à-dire, pour moi, en lambeaux, quoi. Hein. On le rappelle, en tout cas, Vincent Labrune arrive en tant que président du conseil de surveillance, il devient président de l'OM. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que, bah, du coup, moi, je les ai vécues, les années Labrune, et il y a quand même, alors, il y a des résultats sportifs qui sont effectivement catastrophiques, mais il y a des saisons où, par exemple, il arrive à ramener Bielsa, où il ramène des joueurs qui ont marqué l'OM, donc je pense à Payet, je Bien pense à sûr. Thauvin. Donc finalement, son bilan est quand même assez paradoxal, même s'il laisse plus de souvenirs négatifs. Moi, mon métier fait que je mets toujours en parallèle les moyens dont le club dispose et les résultats. Et Mhm. encore une fois, nous, on avait pendant 5 ans, et ça a été notre erreur d'ailleurs, hein, nous, on a voulu remplir les caisses pour, une fois que les caisses étaient bien pleines, se dire, ben voilà, on va monter la grosse équipe et puis on va essayer de ramener l'OM là où il doit être. Et en fait, pendant 5 ans, on a fait ce sale travail, entre guillemets, mais Ouais, avec des résultats. Voilà. Et quand les caisses étaient bien pleines, ben, ils sont arrivés et puis ils ont joué avec. Mais pour moi, d'accord. ils ont bien sûr qu'il y a eu des réussites individuelles, Mhm. mais globalement, par rapport à l'argent qu'il y avait et qu'on avait laissé, Ok. ben, c'était, moi, je trouve catastrophique. Voilà. Mais après, ça n'engage bien évidemment comment. Vous avez connu à l'OM un certain Mehdi Benassia chez les jeunes Ouais. à cette époque-là. Est-ce que vous gardez un souvenir de lui à cette époque-là? Parce il a souvent nourri le regret de ne pas avoir eu sa chance, effectivement, à l'OM par rapport au système de formation, etc. Alors déjà, qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous avez des souvenirs de lui à cette époque-là? Oui, bien sûr, il faisait partie de la génération 87. On l'avait pris à l'époque à contrat aspirant. Il était à Clairefontaine, mais il avait signé, je pense, un pré-contrat qu'on avait récupéré je crois, à Caen. Il me semble que c'était à Caen qu'il avait signé. Ok. Enfin bref, il arrive, voilà, il arrive en tant qu'aspirant, génération 87 où on avait Samir Nasri, mais aussi Ahmed Yayaoui, champion d'Europe avec Samir à l'époque. Et voilà, et Mehdi, il n'a pas passé beaucoup d'années, mais enfin quelques-unes. Et puis au début, je crois qu'il évoluait au milieu. Et puis après, il est passé derrière. Ouais, moi, quand on voit la carrière incroyable qu'il a faite et qui est méritée, bien sûr que j'ai le regret qu'il n'ait pas pu porter le maillot de l'OM
Et lui, quand on parlait de joueur de caractère, lui, il avait du caractère. Ouais. Même petit, c'était un gamin qui avait du caractère. Donc voilà, c'est l'histoire parfois des clubs qui est comme ça. Il connaît les raisons pour lesquelles il n'a pas pu peut-être percer. Et je crois qu'il en a déjà parlé. Et puis voilà, moi, c'est pas moi qui vais revenir là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un regret parce que des joueurs qui ont eu ce parcours-là, le Bayern, la Juve, la S Roma, l'équipe nationale, des matchs de Ligue des Champions, des finales de Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il n'a pas gagné d'ailleurs. Si, ouais. Il n'y a pas beaucoup, hein. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il y en Ouais. a pas beaucoup. Donc moi, aujourd'hui, je suis content qu'il soit à la tête de l'OM. Alors j'ai lu qu'il n'allait pas rester longtemps. Moi, j'espère au contraire qu'il va rester longtemps parce que c'est dans le temps qu'on peut avoir du succès et construire. Et je pense qu'il est armé pour ça. Donc non, non, je suis content qu'il soit venu à l'OM. Alors Mehdi Benassia, il est revenu 20 ans plus tard au poste, comme vous l'avez dit, de directeur du football à l'Olympique de Marseille. Donc c'est une fonction que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il met en place à travers sa gestion depuis 12 mois? Est-ce que son ambition pour l'OM, ce qu'il prévoit pour l'OM sur le long terme, est à votre avis cohérent? Mais moi, je ne connais pas en détail ce qu'il veut mettre en place sur le long Ouais, terme, mais comme c'est un club que je suis et que je regarde, je trouve que globalement, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai lu ses interviews que je trouve extrêmement pertinentes. Et parfois, de l'extérieur, parfois on ne comprend pas certaines décisions que les dirigeants peuvent prendre. Et même si j'étais à ces postes-là, je suis justement trop bien placé pour savoir que c'est très compliqué de juger quand on n'est pas à l'intérieur, qu'on n'a pas tous les éléments. ouais. Et ces prises de parole, elles sont rares, mais quand il parle, il donne un éclairage qui est assez intéressant, et notamment sur le mercato de janvier, là, quand il explique pourquoi Brassier et puis quel autre joueur il Eli mentionne, White? voilà, qu'ils avaient acheté cet été et repartent déjà. De l'extérieur, on se dit, bah, tiens, ça continue, c'est beaucoup de changements, on laisse pas le temps, etc., etc. Mais quand il donne les explications, je comprends beaucoup mieux. Et donc, voilà, après sa stratégie à moyen et long terme, honnêtement, je ne la connais pas. Hmm. Et puis, on verra ce que ça donnera. Mais je dois dire que pour l'instant, en tout cas, il a ramené de la compétence parce que ça, c'est sûr qu'il connaît le foot. Ouais. Le très haut niveau, lui, il l'a pratiqué. Donc, pour l'OM, c'est une chance d'avoir des gens comme ça. Après, oui, ça reste un jeune dirigeant et puis il va continuer à apprendre son métier, il va continuer à évoluer, à s'améliorer. Et c'est pour ça que je souhaite et j'espère que le club lui donnera du temps et que lui se donnera aussi du temps à l'OM. Mais comme vous l'avez dit, il a dit ne pas vouloir trop s'étaler. Alors rester ouais, sur un cycle de 3 ans, il l'a évoqué, puis s'en aller. Est-ce que c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie? Lui, il l'a dit, en tout cas, à l'OM, ça prend beaucoup d'énergie. On connaît la fameuse expression machine à laver. Est-ce que vous comprenez son Ouais. choix? Mais bon, vous avez dit espérer quand même qu'il reste un peu plus. Oui, c'est parfois on peut dire des choses comme ça sur le moment parce qu'on a un moment un peu plus de fatigue ou de nervosité, mais et il le pense, hein, s'il l'a dit, c'est qu'il le pense. Mais Ouais. oui, l'OM et ce métier-là, mais ce métier à l'OM, je pense, c'est encore plus compliqué, mais ça vous prend tout, en fait. Ça vous prend toute votre tête au sens positif, mais parfois aussi négatif. Et il y a très peu de place pour la famille, très peu de place pour les amis, très peu de place pour même s'intéresser à ce qui se fait autour dans entre guillemets, dans la vie normale. Ouais. Mais bon, on est tous piqués à la même drogue et le plus dangereux parfois, c'est la famille. Là, il faut faire attention, Mm. mais c'est des métiers tellement passionnants que je pense que quand on y est, et si on a toujours l'énergie pour, parce qu'il faut avoir la lucidité si on n'a plus la fraîcheur, il faut s'arrêter. Moi, Mm. après Nice, je ressentais vraiment ce besoin-là. Peut-être qu'il le ressentira un jour, mais il est jeune et puis dans le foot, il a connu des moments durs et peut-être qu'il en connaîtra comme dirigeant, ça va lui servir, il va s'accrocher. Et puis moi, j'espère qu'il restera plus que les 3 ans, hein, bien évidemment. C'est ça que vous avez évoqué d'ailleurs. Vous allez à Parme et vous restez quelques mois parce que vous êtes trop fatigué. Alors, Parme, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est des promesses qui avaient été faites par la personne qui m'a fait venir là-bas, qui est le propriétaire, qui n'ont pas forcément été tenues. Et moi, j'ai horreur des conflits à l'intérieur d'un club. Je trouve qu'à l'intérieur d'un club, il faut créer une dynamique positive où tout le monde tire dans le même sens. À partir du moment où, dès le départ, pratiquement,
Ce qu'on m'avait présenté, je découvre l'opposé. Mm. Il faut pas faire la guerre dans les clubs. C'est toujours le club qui en pâtit, c'est pas bon, et donc il vaut mieux s'arrêter. Voilà. Donc oui, j'avais plus cette fraîcheur-là, donc j'étais peut-être aussi plus, peut-être moins patient, ça c'est certain. Mais bon, moi quand, pareil, tout à l'heure on parlait de Pape, quand Pape s'en va, j'ai la possibilité de rester aussi. Mais je savais que travailler avec des Labrunes, c'était pour moi pas possible. Et Mm. pourtant, j'étais plus jeune, j'étais pas. Mais je trouve il faut qu'il y ait qu'un seul élan dans un club. Il faut pas qu'il y ait de clan, il faut pas qu'il y ait de frein, il faut pas tout Ouais. ça. Voilà. Ok. Alors, on parlait du côté énergivore du métier. Il y a Longoria, si on en croit quelques photos en mercato, etc. Si on en croit ses cernes, lui aussi a bien travaillé. Et vous, en tant que dirigeant expérimenté, qu'est-ce que vous avez pensé des premières années du projet de Longoria? Donc voilà, il arrive à une période où c'est un peu compliqué avec Jacques-Henri Hérault. Il y a la crise des supporters à la commanderie. Et voilà, il arrive un peu propulsé en tant que président. Et là, il met en place une politique sportive différente. Il ramène Sampaoli, il fait son premier gros coup avec Milik. Voilà, ça a été un jeune président. Vous l'avez été aussi à Strasbourg, qui a été loué à juste titre pour ses résultats comptables, mais aussi décrié pour son manque de cohérence et de stabilité parfois. Quelle analyse vous portez sur les premières années du mandat de Longoria? Ben, moi, j'ai pu être critique au départ Ouais, parce que oui, ça manquait de stabilité, ça manquait je trouve que ça manquait un peu de projection. Encore une fois, j'ai fait ce métier-là, donc je sais la difficulté de ce métier-là, et encore plus de l'OM. Et je trouve que les gens bêtes, ils s'entêtent à répéter toujours la même chose et les mêmes erreurs. Les gens ouais. intelligents, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être pris le mauvais chemin, mais ils sont en capacité de le corriger. Et moi, je trouve que de ce que je vois, encore une fois, de loin, hein, je ne suis pas dedans, j'ai pas d'informations, Ouais. je suis un simple lecteur assidu et supporter du club. Donc, mais je trouve que ça prend le bon chemin. Voilà. Je trouve que ça prend le bon chemin et je pense que, comme je disais pour Mehdi tout à l'heure, le Pablo Longoria d'aujourd'hui n'est plus le même que le Pablo Longoria du début parce Mm. qu'il a aussi appris à connaître Marseille, à connaître l'OM. Et je pense que comme c'est quelqu'un d'intelligent, avec une vraie sensibilité, je suis assez optimiste pour la suite. Mais pour moi, le secret pour durer dans un club, c'est de savoir comment vous vous entourez. Peu Mm. importe si vous appelez président, directeur du foot, directeur général. Pour moi, honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour moi, c'est quelle est l'équipe de travail, en fait, avec qui D'accord. j'y vais. C'est comme une équipe de foot, c'est quelles sont les compétences. Ok, Pablo, je crois savoir que il a une vraie expertise sur le marché des transferts. Il connaît bien le marché, Mm. il a un bon réseau. Mehdi, il apporte son expérience, sa connaissance de Marseille et son expérience du très haut niveau, que Pablo n'avait pas forcément, puisqu'il n'a pas été joueur, comme moi d'ailleurs. Donc pour moi, c'est toujours un alliage de compétences qui fait la réussite ou l'échec d'ailleurs d'une direction. Et d'ailleurs, bah, comment on fait pour allier ses compétences et pour construire un effectif à l'OM? Parce que là, on se centre sur l'OM. Est-ce que c'est pareil ou c'est différent d'ailleurs, selon vous? Non, Et à la est-ce fois qu'on pareil et choisit les... différent. C'est-à-dire, non, mais il faut connaître l'OM, il faut connaître Marseille, il faut connaître l'exigence que demande ce club, Ouais. et il faut savoir les profils de joueurs qui peuvent répondre à cette exigence-là. Quand vous arrivez dans ce club-là de l'étranger, vous ne connaissez pas forcément, même si vous avez entendu parler qu'eux, Hmm. vous croyez savoir. Et je pense que les années qui viennent passer à Marseille sont très formatrices pour lui aussi. Mais de la même manière que demain, moi, je vais travailler dans un autre club. Quand je suis arrivé à Parme, je connaissais l'histoire de Parme. Hmm. Mais moi, je suis pas italien. J'avais besoin de me, de me nourrir des gens du club qui étaient là depuis longtemps, etc. Donc, c'est toujours comme, il faut toujours identifier dans quel club vous êtes. Ok. Et ensuite, avoir une ambition élevée et puis fixer un cap. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est fixer un cap, une stratégie, court terme, moyen terme, long terme, et puis surtout s'y tenir, quoi. Voilà.
Mais il y a un profil psychologique de joueur aussi à Marseille. Est-ce que ça, c'est un mythe un peu? On doit prendre des joueurs. Il y avait ce terme-là, OM compatible, donc on y reviendra. Par exemple, Balotelli était décrit comme OM compatible parce qu'il était un peu, c'était un personnage atypique. Bon, c'est un Ouais. peu un cliché. Ouais, mais l'OM, c'est pas que ça. L'OM, Ouais. c'est pas que le cliché. C'est pas que ça, l'OM. C'est pas Mm. que. Pour moi, c'est quand vous posez un pied sur le stade Vélodrome, quand vous portez ce maillot-là à l'extérieur, où de toute façon, tous les stades où vous allez, les stades sont pleins et souvent acquis à la cause de l'OM. Donc, c'est le club le plus populaire de France. C'est comme ça. Voilà, Mm. c'est comme ça. Et ça, à mon avis, ça le restera longtemps. Donc, pour moi, oui, il faut des joueurs de caractère. Bien sûr qu'il faut des bons joueurs avec du talent. Mais si vous voulez construire une grosse équipe, tout à l'heure, je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Nous, on s'était attaché à prendre beaucoup de capitaines. Mm. Vous n'êtes pas capitaine, c'est pas juste un jour un brassard, c'est capitaine sur une saison, plusieurs saisons. Vous n'êtes pas capitaine sans avoir une vraie force de caractère. Pourtant, à l'époque, là, quand on prend Laurent Bonnard, il est au Mans. Ouais. On peut pas dire que le Mans était un club immense, mais en termes de caractère, on ne s'était pas trompé. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et Et il y vous, en a vous, qui parfois crient, il y en a qui parfois, on a l'impression qu'ils ont du caractère parce qu'ils sont pleins de grands gestes, pleins de. Euh, voilà. que la Boca, comme on dit comme on dit dans le Ouais, sud. ouais, ouais, ouais. Et ça, il faut faire attention aussi. Mais en tout cas, vous avez fait donc deux clubs du Sud, Marseille et l'OGC Nice, qui sont deux clubs assez opposés. Pour bien connaître la ville de Nice et la ville de Marseille en même temps, c'est quand même le jour et la nuit, sans entrer dans la dimension négative de cette expression. C'est deux choses complètement différentes. Et comment vous l'avez ressenti, vous? Oui, c'est deux villes radicalement opposées. Ah oui, Moi, à Nice, j'y ai travaillé pendant 12 années et j'ai pris un plaisir immense. ouais, Dans le club, j'ai noué je pense, des amitiés sincères avec certaines personnes du club et j'ai un vrai attachement aux gens du club. Ça, c'est une certitude. Mais après, moi, j'avais fait le choix de pas habiter à Nice. Donc, moi, j'ai pas vécu la ville. Voilà. d'accord. Le club, il est à l'entrée de l'autoroute. J'allais Ouais. au club, j'allais au stade, je donnais 200% de ma personne pour le club parce que c'est mon métier et en plus, je prenais du plaisir dans ce club-là. Mais voilà, j'ai jamais habité la ville et du coup, Vous n'avez pas voilà, trop pu ressentir, à part dans une non. manière de travailler, peut-être la différence entre les deux clubs. Ouais, la manière de travailler, oui et non, parce qu'à Nice, ben, je me rends compte que j'ai rebâti un peu le modèle que j'avais connu à l'OM et qui fonctionnait bien, c'est-à-dire une équipe forte de dirigeants en interne, Ouais. avec une vraie solidarité, bon, bien sûr de la compétence, et puis un projet commun et tout le monde qui tirait dans le même sens. Et oui, à Nice, moi, dès que je sentais que quelqu'un s'écartait du projet, je le disais une fois, puis la deuxième fois, il sortait du club parce que je sais que c'est dangereux pour un club. Donc, la manière de travailler, j'ai envie de dire que non, j'ai fait un peu du copier-coller, quoi. Mm. Ouais. Alors, vous avez connu l'arrivée d'Ineos, euh, Oui, qui a un peu été critiqué, voire beaucoup pour sa gestion du club, avec la reprise de Manchester United ensuite, etc. Et inversement, McCourt, alors il y a eu deux tendances qui se sont inversées. Il y a eu l'époque Jacques-Henri Hérault où l'OM de son côté était un peu douteux et à Nice ça fonctionnait bien et ensuite les deux tendances se sont un peu inversées. Et donc McCourt, qu'est-ce que vous pensez finalement de son bilan jusqu'ici? Est-ce que c'est encore une fois de loin, comme vous le dites, comme vous êtes attaché à le dire, parce que peut-être que vous n'êtes pas, voilà, vous êtes en qualité d'observateur, mais voilà, le bilan d'un repreneur tel que McCourt, comment vous le dressez? je pense qu'il commet, mais maintenant, il commet une erreur essentielle de communication quand il arrive. Ouais, Euh, mais c'est pas de sa faute. Lui, il est américain, il est avec sa culture américaine Champions et il Project. arrive. Voilà, mais pour moi, c'est les gens qui l'accompagnaient, qui étaient malheureusement pas des gens du foot. Vous mentionnez le président de l'époque. Et pour moi, c'était de sa responsabilité à lui de caler la stratégie de com. Mais pour ça, il faut connaître l'OM et il faut aimer l'OM. Et donc, je pense qu'il y a une vraie erreur de communication au départ qui a créé des attentes incroyables chez les gens sans forcément avoir les moyens et la compétence pour atteindre les attentes qu'eux-mêmes avaient suscitées chez les gens, ce qui est extrêmement dangereux. Mm. Mais après,
moi, je trouve que aujourd'hui, Franck McCourt, il est presque à remercier tous les jours parce que je pense que l'OM lui coûte cher. Je pense que et puis chaque année, il est là, il est présent, il réinvestit. Et puis je pense que les gens qui sont autour de lui aujourd'hui et qui gèrent le club sont plus des gens du foot. Hmm. Et donc ils sont capables aussi de mieux l'aiguiller ou le conseiller. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une chance pour l'OM, dans le contexte économique qu'on connaît, Mhm. c'est une chance d'avoir un actionnaire comme ça. Parce que seuls aujourd'hui dans le championnat de France, les clubs avec des actionnaires solides s'en sortent. Ouais. Hmm. C'est-à-dire vous avez Paris, vous avez Rennes, vous avez Marseille. Lille a des très bons résultats, donc ils génèrent de l'argent, donc tant mieux. Mais après, je sais que pour beaucoup de clubs, c'est très compliqué, hein. Hmm. L'OM est capable d'investir, on y reviendra. Vous recroisez la route de Marseille avec le fameux feuilleton à l'été 2018. Est-ce que vous devinez un peu de ce dont je vais parler? Pas du tout, non. Un certain Mario Balotelli qui doit signer Ah, à l'OM. Le le transfert oui. capote. Il y a le chambrage sur le communiqué simple, limpide, comme une frappe de Mario Balotelli. Ça, la communauté marseillaise s'en souvient. Et puis, à l'hiver, il y a Marseille qui revient à la charge et qui signe l'attaquant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces moments-là, ces négociations? Est-ce qu'il y a eu des tensions avec Jacques-Henri Hérault? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce feuilleton Mario Balotelli? Ah, mais en plus, je pense que vous allez avoir un scoop, vous allez adorer. Mais non, ben, c'est un dossier que Jacques-Henri avait rendu compliqué alors qu'il était extrêmement simple, puisque nous, on avait donné notre parole à Mario, Mm. qui choisirait son club et qu'on se mettrait, enfin, qu'on le laisserait partir dans le club de son choix. Mm. Je crois mais pour un montant, mais qui était ridicule, hein. Je crois que c'était 1 million ou 2 millions, je sais plus, Ah hein, oui, honnêtement. ok. Ah non, mais c'était Ah oui, c'est dérisoire. non, mais enfin, un truc ridicule, parce que enfin, je me souviens plus exactement du montant, mais quelque chose, mais vraiment de. Mais il n'y avait pas plus simple comme dossier. Je me souviens que je vais à la finale de la Coupe du Monde à Moscou, Ouais. et je me retrouve avec Jacques-Henri dans le bus, et puis qui vient me voir à la fin du match, et puis alors, comment on fait ce dossier-là? Et moi, c'est vrai que j'ai dit, mais Jacques-Henri, en fait, c'est très simple. Ça dépend que de vous, vous payez l'argent qu'on vous dit, Ouais. puis c'est fini. Ouais, vous compliquez toujours tout. Puis il s'était énervé, il avait tourné les talons, il était parti. Bon, enfin bref. Et jusqu'au jour où, parce qu'il se prend la tête aussi avec Mino Raiola, il n'arrive pas, et puis il avait, je pense, une vraie pression à la fois médiatique, des supporters, de son entraîneur qui voulait Ouais. absolument prendre Mario, Mm. et il avait coupé le fil de la discussion avec Mino Raiola. Ok. Mino que j'ai appris à connaître, avec qui je m'entendais très très bien, paix à son âme, parce que lui aussi c'était vraiment une belle personne. Je sais qu'il y avait le personnage public qui pouvait être décrié, mais c'était vraiment quelqu'un dans l'intimité, vraiment quelqu'un de bien. Mm. Et j'ai reçu un coup de téléphone d'un dirigeant de l'OM dont je tairai le nom, par respect pour lui, mais et qui me dit, écoute Julien, Jacques-Henri parle plus avec Mino Raiola. Bon, il parlait pas avec moi. Ouais. Il me dit, mais tu sais, il faut vraiment qu'on fasse Mino, tu peux pas nous aider. Et moi, en fait, c'était l'époque où, à Nice, avec Jean-Pierre River, on partait du club. Ouais. Puisque c'était des actionnaires chinois, et donc et on est au mercato de janvier. Et je lui dis, ouais, mais tu veux que je t'aide comment? Il me dit, ouais, mais toi, tu t'entends bien avec Mino Raiola. Et je dis, ouais, mais donc, tu pouvais pas nous faire le transfert? Et je dis, mais attends, tu es en train de me demander à moi, en fait, de faire la négo pour l'OM? Incroyable. Il me dit, ouais, s'il te plaît. Et je dis, ben, je dis, mais en plus, avec Mino, c'est facile, vous mettez en face. Et je dis, mais combien vous pouvez payer, combien ceci, combien cela? Et me voilà parti à Monaco. Bon, et j'avais mon intérêt, moi, à Nice, mais Mm. et j'ai dealé, entre guillemets, avec Mino, le contrat pour le compte de l'OM. Et là, Incroyable. euh, ouais, non, mais c'est incroyable. Et quand il se passe ça, vous vous dites, putain, ce club, finalement, il n'est pas géré, quoi. Alors, Mm. on avait fait le deal et tout s'était bien terminé, mais c'était que de l'ego. C'était Jacques-Henri Hérault, c'était de l'ego vis-à-vis de moi. Je ne sais pas pourquoi, en plus, parce que j'ai pas d'historique particulier avec lui, mais et puis problème d'ego avec Minot, qu'il avait comme fait Minot. Minot, la première négociation qu'il fait avec vous, il vous met en tension, il Ouais. vous envoie chier, et il voit comment vous réagissez. Mais ça fait partie de sa tactique à lui. Et je l'ai vécu aussi, et le premier rendez-vous s'était très mal passé. Mais c'est le personnage qui est comme ça.
Mais à un moment donné, quand vous êtes dirigeant, l'ego, il faut pouvoir le mettre de côté. Donc voilà, j'ai été. Donc en fait, le dernier transfert que j'ai fait pour l'OM, c'était pas dans les années 2009, mais c'était Mario Balotelli en 2018. Incroyable. Une affaire rondement menée par JHE. Ouais, Incroyable. c'était incroyable. Ouais, incroyable. Ah, l'anecdote est folle. Ouais, ouais, je crois que vous êtes le premier, hein. Bah merci. Et en tout cas, vous recroisez encore une fois la route de l'OM. Et c'est au début de saison avec Sampaoli. Il y a Payet, ce fameux feuilleton qui reçoit une bouteille dans le dos à l'Alliance Riviera. Il y aura ensuite les bagarres entre les joueurs, les supporters, les membres du staff. Enfin bref, et aussi une sorte de guerre médiatique qui éclate entre les dirigeants des deux équipes. Estrosi prend la parole aussi dans les médias. Quel est le regard sur cet événement en particulier et comment vous vivez personnellement cette soirée qui a fait polémique, outre Hexagone d'ailleurs? Non, mais on fait pas du foot pour ça. Donc, Ouais. en plus, quand quelque part, on est responsable de cette situation-là, c'est des soirées hyper désagréables. Mm. Donc, après, il y a tout le cirque politico-médiatique qui, moi, me fatigue un peu. Je me contente de parler du terrain et ce qui s'est passé, etc. Je veux dire, les derbys Nice-Marseille ou Marseille-Nice sont devenus des derbys assez chauds. Ouais. Et ça, tant mieux. Moi, je suis content de ça. Ça met du piment dans notre championnat. Ça crée une histoire. Moi, au contraire, je pense qu'on a besoin d'histoires comme ça dans le championnat de France. Mais par contre, voilà, quand on voit comment ce soir-là ça s'est passé, vous ne faites pas du foot pour ça. Mm. Et là, c'était Nice à l'époque, Ça a été Lyon juste après? ça a été Lyon, ça a été, enfin, ça peut être malheureusement n'importe quel club. Voilà, n'importe quel club peut être confronté à ça. Donc là, c'était nous ce soir-là, enfin nous Nice. Mm. Et c'est des soirées extrêmement désagréables. Après, tout le cirque qu'il y a derrière, parce que après chacun dit la sienne, C'est après ça, ouais. chacun va préserver ses propres intérêts, donc va. Ça, pour moi, c'est Vous n'aviez pas trop pris la parole, vous? non. Ouais, je comprends. Et comme vous disiez, la rivalité entre Nice et Marseille, elle s'est intensifiée. Finalement, sous votre mandat à Nice, c'est ça qui est incroyable un peu, parce qu'on a parlé de l'affaire Balotelli, il y a aussi Bossetti un peu avant, et en 2021, ce qui se passe avec Payet, et la rivalité, elle est complètement exacerbée depuis ces événements. Il a suffi de 3 événements finalement, et les réseaux Là, sociaux en évidemment, mais fait, puisque moi, j'allais beaucoup, enfin, à chaque fois qu'on jouait à Nice, on allait au stade du Ré, et c'est vrai que la réception, quand on était avec l'OM, qu'on se déplaçait à Nice, c'était pour eux, c'était le match de l'année, mais nous, en fait, c'est le quotidien de l'OM, ça. C'est-à-dire que dans n'importe quel club, dans n'importe quel stade où vous allez, c'est presque le match de l'année pour eux, c'est l'OM. Bon, il y a Paris aussi, bien évidemment, mais ouais. c'est l'OM. Donc pour moi, c'était un peu presque banal. Et Mm. quand j'arrive à Nice, et puis moi, à mon époque, moi j'aimais bien Nice. C'est-à-dire pour moi, c'était un peu la même région, c'était un peu les cousins, quoi. Ouais. Et quand j'arrivais à Nice, je ne mesurais pas à quel point, chez les Niçois, effectivement, euh, l'animosité est exacerbée à ce point-là. D'ailleurs, au départ, moi, en tant que, pour eux, Marseillais, ils n'acceptaient pas que je puisse venir diriger leur club. Et ça a Ouais. été. Après, je pense qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de loyal dans mes fonctions et que je défendrais le club pour lequel je travaillais sans parti pris aucun. Mais voilà, il y avait plus d'animosité côté niçois que côté marseillais. Et Ouais. puis, je crois que les derniers événements ont fait que, effectivement, et puis à l'époque, moi, quand j'arrive à Nice, Nice n'a jamais trop embêté l'OM. C'était pas trop le même, entre guillemets, le même niveau. Mm. Mais nous, avec Nice, on les a embêtés. C'est vrai qu'on va se qualifier en Coupe de France au Vélodrome. On a fini plusieurs fois devant eux. On les a battus à plusieurs reprises. Donc forcément, je pense que le public marseillais a regardé Nice avec un autre œil aussi, et ce qui crée cette petite rivalité, mais qui est bonne pour notre championnat, moi, je Ouais. trouve. C'est bien. Bah, en tout cas, je vous remercie pas pour certaines soirées, Julien. Lesquels? Coupe de France, ouais, les 2 fois en Coupe de France, ça fait Et mal. ouais, et ouais, et ouais. Mais ouais, ça Ouais, fait je sais. partie du truc et c'est toujours sympa.
comme vous Mm. dites. Est-ce que, d'ailleurs, pour Longoria, je vais y revenir vite fait, est-ce que vous avez déjà eu affaire à lui pour des transferts? Il y avait eu Amavi, Dieng, le fameux épisode Dieng, et la rumeur Mandanda où Non, vous aviez dit que c'était pas une bonne idée d'ailleurs. non, Dieng, c'était pas moi, C'était pas parce vous? que je venais de partir. Non, Ok. moi, c'est effectivement Jordan à ma vie. Ça s'était super bien passé. Pablo a été charmant, avait été aidant. Enfin, franchement, rien à dire. Et puis après, vous avez mentionné, ouais, Steve. Ouais, Steve, c'était, ça aurait pu se faire. Voilà, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Mm. Et non, et après, j'ai croisé Pablo dans une soirée plus privée, puisqu'on avait fait une soirée pour rendre hommage à Pape Diouf, Ouais. où on avait diffusé un film sur Pape, qui était assez intimiste, parce qu'il y avait une salle de cinéma, mais il y avait. Et puis Pablo était venu, en tant que président de l'OM, bien évidemment, mais il avait été extrêmement discret, dans le bon sens du terme, n'avait pas pris la parole. Et je lui avais envoyé un message pour lui dire, tiens, c'est le premier président de l'OM depuis la mort de Pape qui, finalement, qui accorde autant qui est aussi sincère dans sa démarche vis-à-vis de Pape. Ok. Depuis sa mort. Et lui, il m'avait répondu, me dit, moi je suis président de l'OM et c'est pour moi important de connaître l'histoire du club et Pape a fait partie de l'histoire du club. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé sa discrétion, sa bienveillance à l'égard aussi de la famille de Pape. Et voilà, ça avait été très, très juste. Son attitude avait été très juste. C'est J'avais apprécié. c'est des choses qu'on aime bien voir dans le football. Oui, ben ouais, ouais. Et Mm. puis non, mais c'est surtout que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens que notre ami Dacier, bon, avec sa phrase président à l'africaine, à la Ouais. libanaise, notre ami Jacques-Henri Hérault aussi, qui, je pense, avait une espèce de crainte de Pape, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, qui avait été, ils avaient toujours été un peu petits dans les attitudes, je trouve. Ok. Voilà. Ok, ok. Dernière question avant de vous demander de basculer sur l'avis sur l'OM actuel, plus footballistique. Il y a eu hier l'annonce d'un partenariat entre l'OGC Nice et les jeunes joueurs du Burel FC. Donc c'est un club Ouais. de la périphérie de Marseille. Est-ce que Mm. moi, en tant que supporter marseillais, ça me fait forcément tiquer? Vous, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous êtes aussi supporter marseillais, voilà, vous connaissez bien la région. Vous trouvez ça normal que l'OM se fasse devancer par Nice dans ce domaine? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Parce qu'on peut citer Guessant qui est passé, qui est aujourd'hui à Nice, qui est passé par la SPTT Marseille. Il y a eu la fuite de Boga vers Rennes qui est aujourd'hui à Nice. Enfin, tout ça, ça peut être frustrant, non? Ouais, moi j'en étais l'instigateur quand j'étais à Nice, parce que Nice n'a pas un gros vivier de joueurs de foot, en tout cas. Donc on avait pour terrain de chasse Paris, bien évidemment, mais Ouais. aussi toute la région marseillaise. Et j'avais recruté, d'ailleurs, j'avais pris des recruteurs de Marseille pour faire ça, et notamment un recruteur qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, qui s'appelle Jean-Marc Luvera, et qui est très proche du Burel, d'ailleurs. Et voilà, c'est une stratégie qu'on avait initiée. On s'était considérablement rapproché aussi de Burel. Ça fait plusieurs années, et même si Burel avait signé son contrat Next Gen, là, Mhm. je sais qu'il y a toujours eu une affection particulière parce que nous, enfin nous, Nice, nous, quand on y allait, on a été toujours sincère avec eux. Je pense qu'ils l'ont senti. Après, voilà, ça, c'est le dirigeant de Nice qui parle. Après, euh, voilà, je serais à l'OM aujourd'hui, bien sûr que je ne trouverais pas ça normal Ouais. et j'essaierai de corriger les choses. Euh, mais j'ai l'impression que ça a toujours été un peu l'histoire de Marseille et des clubs amateurs. Je pense que tout Marseille est supporter de l'OM, en tout cas de l'équipe 1. Ouais. Après, en dessous, c'est moins vrai. Et Marseille et l'OM n'a peut-être pas toujours aussi accordé la considération nécessaire au football d'en bas aussi. Donc mais j'espère que l'histoire s'inversera un jour, quoi. Je veux préciser juste pour ceux qui nous regarderont que le contrat dont vous avez parlé, Next Gen, c'est quelque chose qui est signé à l'arrivée de Jacques-Henri Hérault, qui veut faire en sorte de concerner les clubs de la périphérie de Marseille et des alentours, qui au final a été un terrible échec. Voilà, on va pas revenir dessus, mais Non, c'était de la com ouais, parce que moi, j'ai eu accès à ce contrat-là très rapidement de par les informateurs qu'on avait sur Marseille ouais, et c'était du vent, quoi, vraiment du vent. aïe aïe aïe. Et nous on y a cru, hein. C'est comme Mm. Balotelli, on en parlait il y a pas longtemps avec un supporter, c'était un coup de com' aussi, parce qu'il avait une image à rattraper. Et Balotelli, c'était un joueur.
qui plaisait aux supporters marseillais. Donc au-delà du sportif, oui, c'est vrai qu'il y a des coups de com' qui ont été faits. Et voilà, et on est plongé dedans, nous, malheureusement. On a plongé dedans. Ouais, C'est comme ça ça. fait partie du truc. Ouais. Ouais. On va passer à l'OM actuel. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain Italien sur le banc de l'Olympique de Marseille, c'est Roberto De Zerbi, parce que vous le connaissez bien, vous l'aimiez bien d'ailleurs quand vous étiez à Nice, vous l'aviez repéré quand il était au Shakhtar. Quel regard vous avez sur l'entraîneur italien et comment vous analysez sa première saison? Il a énormément d'énergie et il faut de l'énergie quand on entraîne Marseille. C'est un entraîneur, c'est pas un mauvais jeu de mots, entraînant. C'est-à-dire, je Ouais, trouve qu'il amène son groupe avec lui. Il amène son groupe avec lui. J'ai l'impression qu'il amène ses dirigeants aussi avec lui, qu'il amène le public avec lui. Et il n'est pas comme certains ont pu l'être, clivant. Et je trouve que ça, c'est une qualité qui est hyper importante à Marseille. Je le trouve sincère dans sa vraie admiration qu'il a pour le Vélodrome. ouais. Je pense qu'il est sincère. Je ne pense pas que ce soit de la com. En tout cas, ça ne ressemble pas du tout. Donc voilà, pour moi, le personnage me plaît beaucoup. On parlait de gens de caractère. Je pense qu'il a vraiment du caractère. Après, voilà, aujourd'hui, il a des résultats. Est-ce qu'on aimerait que l'équipe joue mieux? Bien sûr que tout le monde aimerait euh, euh, Ah, que ça il y a joue il y a des peut-être belles mieux. séquences quand même. Ah, mais voilà, non, mais je dis ça parce qu'il est malgré tout, parce qu'il y a toujours des gens qui ont quelque chose de négatif à dire et parfois il y en a qui se plaignent de l'animation, Ouais. Moi, franchement, je me régale, on voit des buts et je trouve qu'il tire la quintessence de son effectif. Euh, et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'entraîneur qu'il nous fallait. Hmm. Enfin, je vais arrêter de dire nous parce que ça fait longtemps que l'OM n'a pas eu l'entraîneur qu'il fallait pour retrouver le haut niveau et je pense qu'ils en tiennent un très bon. Et s'ils arrivent sur 2, 3 années à être bons dans les mercatos et à continuer à construire cet effectif-là, euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et comment d'ailleurs on choisit un entraîneur pour l'OM et comment on le gère une fois qu'il est à l'Olympique de Marseille? Je pense si on qu'il n'y a pas de gérer, c'est-à-dire que si on ne se trompe pas, Hmm. pour moi, le secret, il est dans l'anticipation. Il est dans l'étude quand on connaît vraiment l'OM ou n'importe quel autre club, quand on connaît le club dans lequel on travaille, on doit identifier les caractéristiques que l'entraîneur doit avoir pour avoir du succès dans le club dans lequel on évolue. Et j'ai cité tout un tas de qualités de Roberto De Zerbi qui l'a et qui pour moi colle à l'OM. Donc pour moi le premier secret c'est l'anticipation. Est-ce que eux ils anticipent ou pas? Ça j'en sais rien. En tout cas je pense qu'ils ont fait un bon choix. Je ne sais pas si c'était leur premier choix mais en tout cas le choix qu'ils ont opéré là il a été bon. Après le gérer, je pense que si dans les discussions préalables que vous avez avec l'entraîneur, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit, les choses sont claires sur les moyens économiques, les Hmm. choses sont claires sur les ambitions, les choses sont claires sur qui décide de quoi dans la construction de l'équipe. En fait, il faut tous les sujets un peu brûlants, il faut les aborder de manière hyper transparente avec l'entraîneur. Et ensuite, on se tient la main, on y va tous ensemble. Mais dans le cadre d'une organisation bien huilée. Voilà. Donc après, il n'y a pas de... Ouais, les entraîneurs sont des gens torturés parce qu'ils font le métier le plus dur qui existe dans le foot. Hmm. Le plus dur. Joueur, c'est... Moi, j'ai pas été joueur, donc c'est peut-être dur, voilà, dirigeant, c'est dur. Bien sûr que c'est dur à être dirigeant, mais je crois que les plus fous, c'est quand même les entraîneurs. Et moi, ceux qui ont mon plus profond respect, c'est les entraîneurs, parce qu'ils font le métier le plus dur qu'il y a dans le foot, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui vous a Encore plus marqué ces aujourd'hui. dernières années à l'OM justement? À part De Zerbi. Non, non, Non? non, Même pas un parce que, Tudor? ouais, 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 j'ai bien aimé Tudor, ouais. Mais bon, c'est toujours pareil. Pour moi, un entraîneur. Il faut quand même lui laisser 2, 3 ans pour qu'il mette sa patte sur un effectif. Qui plus est, quand les choses changent tous les ans, franchement, c'est compliqué. Donc, oui, pour moi, j'aimais bien comment l'équipe jouait, Hmm. prenait du plaisir à l'avoir évolué. Euh, mais pour moi, j'espère que De Zerbi aura un peu le temps de construire cette équipe. Justement, il y a eu une période qui était compliquée. Donc il y a eu la transition opérée par l'OM.
On se souvient, Marcelino, Gattuso, Gasset, aujourd'hui, l'OM semble parti quand même sur un cycle plus stable. J'espère, Mm, j'espère, ouais, mm. j'espère. Mais après, moi, l'avenir de l'OM, vous savez, c'est propre à ce club. C'est compliqué de dire ce qui se passera l'année prochaine, mais moi, franchement, je le souhaite. Ouais. Est-ce que selon vous, en tout cas, on est sur la bonne voie? Ouais, parce que je pense qu'il y a un président qui a pris la mesure de ce qu'est l'OM et ce qu'est Marseille. Mm. On a un directeur sportif qui a connu même si c'est un jeune directeur sportif qui a pour moi l'expérience du haut niveau en tant que joueur, je pense que le duo est intéressant. Et on a un entraîneur qui est, je pense, sincèrement, pas amoureux, mais aimant de l'Olympique de Marseille, qui a envie de réussir et de s'installer. Donc pour moi, là, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui me laissent à penser que l'OM est sur le bon chemin. Voilà. Après, il faudra voir à la première turbulence comment ça sera géré. Parce que Ouais, le secret pour durer à l'OM, c'est comment on gère les turbulences, en fait. Voilà. ouais, Parce qu'il y en aura forcément. c'est sûr. Mais il y a quand même il y a quand même une politique de recrutement qui a changé aussi. On l'a tous vu. Ces derniers temps, il y a eu les arrivées de Benacer, de Rabiot. On parle de Pogba. Je me souviens, en 2023, vous preniez la parole sur l'OM en disant qu'il n'y avait pas assez de joueurs à forte valeur marchande. Là, c'est une époque qui a un peu changé aussi. Il y a eu une transition à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu un joueur ou un transfert que vous avez apprécié en particulier ces derniers temps? À l'Olympique de Marseille et vous vous êtes dit, ok, là c'est la bonne politique et je l'aurais fait aussi. Non, mais moi, je veux pas. C'est pas parce que je l'aurais fait que j'ai raison. C'est-à-dire Ouais, que, encore une fois, c'est des métiers. Bon, on est moins que les entraîneurs, mais on est aussi beaucoup jugé sur ce qu'on fait. Et parfois, on prend des bonnes décisions, parfois, on prend des moins bonnes. Moi, j'adore Greenwood. Je trouve que ce que dégage ce joueur, j'adore ça. mm, Et il me tarde de le voir enchaîner une deuxième année à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est un garçon qui va recommencer à s'améliorer, recommencer à progresser parce qu'il a été dans des turbulences ces dernières saisons. mm. Donc voilà, si je devais ressortir un joueur, c'est celui-là. Après, est-ce qu'il y a assez de joueurs d'actifs? Ouais, moi, je pense qu'ils ont essayé avec Brassier, ils ont essayé avec Eli Wahi, ça n'a pas forcément marché pour les raisons que Mehdi a expliquées d'ailleurs. Et ils pourront pas chaque année, de toutes les manières, trouver un Rabiot libre sur le marché ou Ouais. trouver un. Donc, c'est des coups fabuleux qu'ils ont fait. Mais sur la construction, je pense qu'il faudra aussi euh, compléter ça par une autre stratégie. Je pense. Après, voilà, c'est mon humble avis. Laquelle précisément une Ouais, vous stratégie? savez, moi, je pars du principe que dans le recrutement, vous avez trois types de recrutement. Vous avez le recrutement, ce qu'on appelle le réseau. Mm, C'est ça fait 20 ans que vous êtes dans le foot, vous connaissez tout le monde, vous connaissez des clubs, vous connaissez des agents, des joueurs, vous prenez votre téléphone, et c'est hyper important. Et je pense que ça, ils le font très bien. Après, il y a le côté data, le côté découverte de nouveaux talents, c'est-à-dire pas des joueurs qu'on connaît déjà. C'est L'OM, pour moi, a toujours été un révélateur de talent. On a parlé tout à l'heure de Valbuena, de Taiwo, des Didier Drogba, des Jean-Pierre Papin. Ils se sont révélés à l'OM. Je pense que il faut que l'OM puisse faire ça aussi via sa cellule de recrutement, via du travail analytique, de travail d'anticipation, etc. Donc via la data et la cellule de recrutement. Voilà, c'est les trois secteurs. Et aujourd'hui, je trouve que mais c'est normal parce que Mehdi vient d'arriver et qu'il use de son carnet d'adresses. Et mm, ça, ils le font remarquablement bien. Mais il n'y aura pas des coups à faire chaque année. Vous voyez? je vois. Bah, Voilà. c'était un peu un reproche qu'on faisait à Longoria aussi, c'était d'avoir à chaque fois le même réseau, c'est-à-dire en Italie, etc. Et là, on espère aussi au sein de la communauté marseillaise qu'on aura, par exemple, plus de transferts à la Jonathan Rowe qui sont repérés par De Zerbi ou par d'autres gens. On ne connaît pas forcément les dessous de ce transfert, mais voilà, c'est un joueur un peu plus méconnu et en plus, on aime ce type de transfert parce qu'on ne sait jamais où ça va nous mener. Donc, ouais, j'entends très bien ce que vous dites en tout cas. Alors, par rapport à l'effectif actuel, vous connaissez deux joueurs que vous avez vus à l'OGC Nice, c'est Amine Gouiri et Bilal Nadir, qui étaient très très jeunes et qui sont Ouais, plutôt performants ces derniers temps. ouais. Quels sont votre avis d'abord sur Gouiri? C'est un garçon que vous connaissez bien. Est-ce qu'il peut cartonner à l'OM? En tout cas, il a le talent pour.
Ça, c'est certain. Après, Amine, il faut qu'il soit en capacité. Il a toujours bien démarré dans ses clubs. Chez nous, il est arrivé la première année, il marchait sur l'eau, tout le monde le découvrait un peu. Les autres années, mais je ne dis pas que c'est de sa faute, parce que un contexte aussi qui était plus compliqué, mais il a eu du mal à enchaîner. Mm. À Rennes, le souvenir que j'en ai aussi, il a très bien démarré. Il a eu un peu plus de mal à enchaîner derrière. Donc pour moi, le secret pour Amine, c'est être en capacité d'enchaîner et de garder une constance dans la performance. Ouais. Voilà. Ça, mais le talent, bien sûr qu'il a un talent incroyable. Et je voudrais le voir. Alors, je sais que moi qui le connais bien, je vois qu'il se met dans sa position préférentielle, qui est à gauche, rentré sur le pied droit et enroulé. Je voudrais qu'il améliore son pied gauche, je voudrais qu'il soit capable de fermer, de frapper au premier poteau, je voudrais que son jeu de tête s'améliore, je voudrais que... Donc pour moi, il a encore une marge de progression hyper intéressante et hyper importante et qui doit travailler. Voilà, le petit Nadir, c'est un regret qu'on a, mais qui fait partie de l'histoire de chaque club. Il y Mm. avait, à l'époque, il était géré par un agent qui gérait à la fois lui et Ben Seguir et qui a approché de la fin du contrat parce que ça faisait 1 an et demi que je lui courais après pour prolonger le contrat. Et puis ils ont attendu le dernier moment pour demander voilà, des conditions économiques qui n'étaient pas possibles à l'époque pour Nice. Et donc on avait dit non. Et puis il est allé à l'OM. Et puis moi je suis heureux de le voir faire son trou petit à petit. Mm. En tout cas, les qualités qu'on lui voyait au centre de formation à Nice, je vois qu'il a toujours les mêmes sur le terrain, quoi. Donc Ouais. c'est un joueur intelligent, j'aime bien moi. Joueur très élégant aussi. Et on précise aussi, c'est le grand frère Ben Seguir. C'était Salim. C'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. Salim, ouais. 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 Oui, Euh, oui, oui, pas celui de Monaco. voilà, il me reste une ou deux questions. La principale, c'est par rapport à vos déclarations fin 2023 à l'antenne de l'After, où vous disiez que vous auriez pu être impliqué dans un projet de rachat de l'OM, qu'une personne vous avait contacté. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça a consisté? Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec McCourt ou sa holding? On m'a posé la question dernièrement et je vais vous faire la même réponse que j'ai fait à ce média-là, à savoir que l'OM est aujourd'hui dans une phase, pardon, un peu de stabilité où il n'y a pas de bruit autour de ce club. Le club est deuxième du championnat et je pense que c'est un club qui a besoin justement un peu de calme autour de l'équipe, en tout cas d'avoir du calme. Donc je sais que c'est des sujets brûlants et donc ne comptez pas sur moi pour mettre une pièce dans la machine par rapport à ça. Voilà. Après, mon activité aujourd'hui fait que oui, je rencontre beaucoup de gens qui veulent investir dans le foot d'une manière générale et ça m'occupe pas mal de temps et ça m'intéresse pas mal en plus. Voilà. Mais sur Ok. l'OM, c'est des sujets qui sont trop brûlants pour en parler comme ça à la va-vite, quoi. Ok. Et dernière question, Julien. Revenir à l'OM, est-ce que ça vous intéresserait un jour? Un beau jour, voilà, vraiment dans 10 ans, 20 ans, je sais pas. Ouais, 20 ans, je pense que malheureusement, le temps aura passé. Mais non, mais je vois pas les choses comme ça. Moi, j'en parle en fait beaucoup plus librement maintenant parce que je suis parti de Nice. Mais quand vous êtes en club, c'est compliqué de parler de l'OM comme j'en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai cette liberté de parole. C'est un club que je suis toujours et c'est un club qui aujourd'hui est bien. Je pense qu'il est entre de bonnes mains. Voilà. Donc je me projette pas là-dedans. Ok. Mais oui, après, je prends du plaisir à aller au stade. Je m'étais même réabonné l'année dernière. Donc oui, c'est un club bien évidemment pour lequel je ne suis pas insensible, mais je n'ai pas de projection particulière. Ok. Donc pas de scoop à ce niveau-là. Bon, non. Bon bah merci hein, Julien, c'était OK? très très intéressant. Je vais Bon, ben, inviter tant tous mieux. les abonnés à nous suivre sur les réseaux, enfin justement ceux qui sont pas abonnés à s'abonner et à liker, voilà, Instagram, TikTok, YouTube et X. Voilà, merci encore Julien d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On espère peut-être un jour, qui sait, vous revoir sur la chaîne pour parler d'autres choses. Bon là on a un peu Pourquoi dépassé pas? le temps, mais voilà. Ouais, C'est gentil, merci de votre ça temps. marche. Merci beaucoup. Merci à vous. À Merci à bientôt. vous, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.